Bienvenue à la Minute Cyber, votre rendez-vous hebdomadaire pour décrypter les menaces numériques qui nous entourent. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une menace particulièrement insidieuse et coûteuse, le ransomware. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Sophie Dubois, experte en cybersécurité. Bienvenue Sophie. Merci Jérémy, ravie d'être ici pour éclairer nos auditeurs sur ce sujet crucial. Alors Sophie, pour commencer, mettons les choses au clair. Qu'est-ce que le ransomware exactement? On en entend beaucoup parler, mais comment le définir simplement? Excellente question pour démarrer. En termes simples, le ransomware, c'est un type de logiciel malveillant qui bloque l'accès à vos données ou à votre système informatique tout entier et qui exige ensuite une rançon, généralement en crypto-monnaie, en échange de leur libération. Pensez-y comme une prise d'otage numérique. Vos fichiers sont chiffrés, rendus inutilisables et un message apparaît vous demandant de payer pour obtenir la clé de déchiffrement. Une prise d'otage, l'analogie est très parlante. Donc en gros, mes photos de vacances ou mes documents de travail sont là mais inaccessibles. Et je dois payer pour les récupérer. C'est effrayant. Exactement, c'est précisément ça. Le but des cybercriminels est de créer une situation de détresse telle que la victime se sente contrainte de payer. C'est une forme d'extorsion numérique très efficace malheureusement, car pour beaucoup, la perte de données est inenvisageable. Je vois. Mais comment un tel logiciel malveillant arrive-t-il sur mon ordinateur ou sur le réseau d'une entreprise? Comment ça marche concrètement? C'est une étape clé à comprendre, Jérémy. Les méthodes d'infection sont variées. La plus courante reste le phishing, c'est-à-dire l'hameçonnage. Vous recevez un email qui semble légitime, de votre banque, d'une entreprise de livraison ou même d'un collègue, avec une pièce jointe malveillante ou un lien suspect. Une fois que vous cliquez, le ransomware s'installe discrètement. Ah oui, les fameux emails piégés. Donc la prudence est de mise. Absolument, mais ce n'est pas la seule voie. Les kits d'exploit en sont une autre. Ce sont des logiciels qui exploitent des vulnérabilités non corrigées dans les systèmes d'exploitation ou les applications logicielles. Si votre système n'est pas à jour, simplement en visitant un site web compromis, le ransomware peut s'y installer sans même que vous ayez à cliquer quoi que ce soit. C'est ce qu'on appelle une attaque drive-by download. Ah, ça c'est encore plus sournois. Donc même sans action de ma part, je peux être infecté si je ne suis pas à jour. C'est vraiment le Far West parfois. Oui, c'est pourquoi les mises à jour sont vitales. Une autre méthode, souvent utilisée contre les entreprises, est l'exploitation du protocole RDP, pour Remote Desktop Protocol. Si le RDP est exposé à Internet avec des mots de passe faibles, les attaquants peuvent s'y connecter, prendre le contrôle du système et y déployer le ransomware. Une fois que le ransomware est à l'intérieur, que se passe-t-il? Comment verrouille-t-il mes données? Une fois exécuté, le ransomware commence généralement par scanner le système à la recherche de fichiers à chiffrer. Il cible une multitude de types de fichiers, documents Word, Excel, PDF, photos, vidéos, bases de données, etc. Il utilise ensuite un algorithme de chiffrement très fort, souvent de type AES ou RSA, pour rendre ces fichiers illisibles. En général, il renomme les fichiers avec une nouvelle extension et surtout, il supprime les shadow copies ou les points de restauration système pour empêcher toute récupération facile. C'est donc une destruction méthodique des moyens de récupération. Et après le chiffrement, le message de rançon apparaît, je suppose. Précisément. Une fois le chiffrement terminé, le ransomware affiche une note de rançon, souvent sous forme de fichier texte ou d'image sur le bureau. Ce message explique que vos fichiers ont été chiffrés, donne des instructions sur la façon de payer la rançon, le montant, l'adresse du portefeuille Bitcoin et un délai, souvent accompagné d'une menace d'augmentation de la rançon ou de suppression des données si le délai n'est pas respecté. Et le compte à rebours s'enclenche, ajoutant une pression psychologique énorme. Parlons de cas concrets. On a vu des attaques de ransomware faire la une des journaux. Peux-tu nous donner quelques exemples marquants de ces dernières années? Bien sûr, certains cas ont un impact mondial. Prenons par exemple WannaCry en 2017. Il a frappé des centaines de milliers d'ordinateurs dans plus de 150 pays, affectant des organisations majeures comme le NHS au Royaume-Uni, FedEx et Renault. Il exploitait une vulnérabilité dans Windows et son mode de propagation était particulièrement rapide, se comportant presque comme un ver informatique. Les dégâts se sont chiffrés en milliards de dollars. Ah oui, WannaCry, je me souviens de l'ampleur de cette attaque. C'était terrifiant de voir la rapidité avec laquelle il s'est propagé. Exactement. Et peu après, la même année, on a eu NotPetya. Initialement déguisé en ransomware, il s'est avéré être un wiper, c'est-à-dire un logiciel conçu pour détruire les données de manière irréversible plutôt que de les chiffrer pour une rançon. Il a principalement touché l'Ukraine, mais s'est propagé globalement, impactant des multinationales comme Maersk ou Saint-Gobain. Les pertes ont été colossales, estimées à plus de 10 milliards de dollars pour Maersk seul. Un wiper, donc une arme numérique de destruction massive. C'est encore un niveau au-delà en termes de malveillance. Tout à fait.
Et plus récemment, en 2021, l'attaque contre Colonial Pipeline aux États-Unis a mis en lumière la vulnérabilité des infrastructures critiques. Un groupe de hackers, DarkSide, a targeté ce pipeline de carburant, provoquant son arrêt temporaire et des pénuries d'essence sur la côte Est. Colonial Pipeline a payé une rançon de 4,4 millions de dollars pour récupérer l'accès à ces systèmes, même si une partie de la crypto-monnaie a été récupérée par le FBI par la suite. C'est un exemple frappant de l'impact du ransomware sur le monde réel, bien au-delà de la simple perte de données. Cela peut affecter directement la vie des citoyens. Précisément. Et il ne faut pas oublier les attaques ciblées sur des hôpitaux, des administrations locales ou des PME qui, même si elles sont moins médiatisées que les géants, ont des conséquences dévastatrices sur les services essentiels et les vies des gens. Le secteur de la santé est particulièrement ciblé car la rançon est souvent payée rapidement, la vie des patients est en jeu. C'est vraiment préoccupant. Face à cette menace grandissante, la question essentielle est comment se protéger du ransomware? Quelles sont les meilleures pratiques? D'abord pour les particuliers. C'est la partie la plus importante de notre discussion. Pour les particuliers, la première règle d'or, c'est la sauvegarde régulière et hors ligne de vos données. C'est votre bouée de sauvetage. Si vos données sont chiffrées, vous pourrez simplement les restaurer à partir de votre sauvegarde. L'idéal est d'utiliser la règle du 3-2-1. 3 copies de vos données sur 2 types de supports différents avec une copie hors site ou hors ligne. Un disque dur externe que vous déconnectez après la sauvegarde est une excellente option. Donc la sauvegarde, mais surtout qu'elle ne soit pas connectée en permanence, pour éviter qu'elle ne soit chiffrée à son tour. Très logique. Exactement. Ensuite, la vigilance est primordiale. Ne cliquez jamais sur des liens suspects dans des emails, des SMS ou sur les réseaux sociaux. Soyez attentif aux pièces jointes, surtout si elles sont inattendues ou provenant d'expéditeurs inconnus. Vérifiez l'adresse email de l'expéditeur attentivement. Le bon sens numérique en somme. C'est ça. Troisièmement, maintenez vos systèmes d'exploitation et tous vos logiciels à jour. Les mises à jour contiennent souvent des correctifs de sécurité qui colmatent les vulnérabilités exploitées par les rançons logicielles. Activez les mises à jour automatiques si possible. Ah, les fameuses mises à jour. On a souvent la flemme de les faire, mais c'est crucial, on dirait. Crucialissime. Pensez à un château avec des murs. Les mises à jour, c'est comme réparer les brèches avant que l'ennemi n'arrive. Quatrièmement, utilisez un bon logiciel antivirus, anti-malware, et maintenez-le à jour. Il peut détecter et bloquer de nombreux ransomware avant qu'ils fassent des dégâts. Et enfin, pour l'accès à vos comptes en ligne, utilisez des mots de passe forts et uniques et activez l'authentification multifacteur, MFA, partout où c'est possible. C'est une couche de sécurité supplémentaire très efficace. Ça, le MFA, c'est comme une double serrure sur votre porte, j'adore l'analogie. Et pour les entreprises, Sophie, les enjeux sont bien plus grands. Quelles sont les protections spécifiques que les entreprises devraient mettre en place? Pour les entreprises, la complexité augmente, mais les principes de base restent les mêmes, mais à plus grande échelle et avec une stratégie plus robuste. La sensibilisation et la formation des employés sont absolument essentielles. L'erreur humaine est souvent la porte d'entrée. Des formations régulières sur le phishing, les bonnes pratiques de sécurité et les politiques internes sont non négociables. L'humain reste le maillon faible, même avec la meilleure technologie si on n'est pas vigilant. Exactement. Deuxièmement, la segmentation du réseau. Isolez les parties critiques du réseau. Si une partie est infectée, le ransomware ne pourra pas se propager facilement à l'ensemble de l'infrastructure. C'est comme avoir des compartiments étanches dans un navire. Très visuel. Si un compartiment prend l'eau, le reste est sauf. C'est l'idée. Troisièmement, un plan de reprise après sinistre et un plan de réponse aux incidents détaillé. Les entreprises doivent savoir exactement ce qu'il faut faire avant, pendant et après une attaque. Cela inclut des procédures de sauvegarde et de restauration, des protocoles de communication et des étapes d'isolement du système. Donc la préparation, c'est la clé. Ne pas attendre que l'incendie se déclare pour chercher l'extincteur. Exactement. Et bien sûr, la sauvegarde des données est encore plus critique pour les entreprises. Non seulement elles doivent être régulières, mais aussi testées et isolées du réseau principal. Idéalement, plusieurs copies sur différents supports et des copies hors ligne, hors site. L'implémentation de la gestion des accès privilégiés, PAM, est également cruciale. Limitez les droits d'accès au strict nécessaire pour chaque utilisateur et système. Moins de privilèges, moins de dommages potentiels en cas de compromission. Le principe du moindre privilège, une notion fondamentale en sécurité. Précisément. Enfin, l'utilisation de solutions de sécurité avancées, comme les EDR ou XDR, qui permettent de détecter et de répondre aux menaces en temps réel, même celles qui sont inconnues. Et n'oublions pas les solutions de filtrage de contenu web et d'email pour bloquer les menaces à la source. Ouf, c'est une liste complète. Mais Sophie, la question qui angoisse tout le monde, que faire si, malgré toutes les précautions, on est victime d'un ransomware? Faut-il payer la rançon? C'est une situation terrible, Jérémy. La première chose à faire est de déconnecter immédiatement l'appareil infecté du réseau.
Coupez le Wi-Fi, débranchez le câble Ethernet. Cela empêchera le ransomware de se propager à d'autres appareils ou serveurs. Isoler le patient, en quelque sorte. C'est ça. Deuxièmement, ne payez pas la rançon si vous le pouvez. Et je dis si vous le pouvez, car je comprends que pour certaines entreprises, si la sauvegarde est inexistante ou corrompue et que la survie de l'entreprise est en jeu, la décision est déchirante. Mais en règle générale, les autorités et les experts en cybersécurité déconseillent de payer. Il n'y a aucune garantie que vous récupérez vos données et cela encourage les cybercriminels à poursuivre leurs activités. Donc payer, c'est financer le crime. C'est un dilemme éthique et pratique majeur. Exactement. Troisièmement, informez les autorités compétentes. En France, vous pouvez déposer plainte à la gendarmerie ou à la police nationale et contacter cybermalveillance.gouv.fr pour obtenir de l'aide et des conseils. Pour les entreprises, la CNUI doit être notifiée en cas de fuite de données personnelles. Ah oui, cybermalveillance.gouv.fr, un excellent réflexe à avoir. C'est une ressource précieuse. Quatrièmement, si possible,